Bienvenue au podcast À l'écoute de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'inspection en bâtiment. Donc, bonjour Michel McCrindle, inspecteur en bâtiment. On va commencer le podcast très rapidement avec des questions en rafale pour te mettre à l'aise. Ça te convient? Ça me convient parfaitement. OK. Donc, il faut que tu répondes rapidement. C'est une section que tu préfères. Donc, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu préfères entre les deux. Puis à la fin, il y a une petite question Parfait. piège, si on veut. Tu préfères une maison neuve ou une maison centenaire? Centenaire. OK. Une déclaration du vendeur chargée ou vide? Chargé. OK. Faire une inspection pré-vente ou pré-achat? Pré-achat. OK. Faire une inspection ou une expertise? J'aime les deux, mais je vais dire expertise. OK. Est-ce que tu préfères avoir 1000 clients d'inspection qui sont indifférents ou 100 personnes qui vont t'écouter puis appliquer tes conseils? 100 personnes qui vont appliquer des conseils. OK, parfait. Puis finalement, est-ce que le but d'Alain Côté était bon? Il est excellent. Hein? Il était bon? Ouais. Super. Donc, on va commencer en fait. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en gros, ça consiste en quoi le travail d'inspecteur en bâtiment? Qu'est-ce que tu fais? Le travail d'inspecteur en bâtiment, c'est de vérifier la propriété sur tous ses angles, tous les systèmes, la plomberie, l'électricité, la fondation, la structure en général. C'est d'amener une meilleure connaissance du bâtiment au client pour qu'il puisse prendre une décision éclairée OK. du bâtiment. C'est ça, en fait. OK. Puis j'imagine qu'il y a des limitations. Tu peux pas regarder dans les murs. On peut. Des vis cachées, évidemment, ça se dit, hein, c'est des vis cachées. On n'y a pas accès. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les signes de ces vis-là. OK. Les taches au plafond, les taches au mur, les fissures de fondation, les balcons qui sont attachés après les propriétés, vissés à travers l'aluminium ou le vinyle, ces choses-là. Donc, il faut être aiguillé, il faut avoir les yeux bien, bien prêts pour voir les indices potentiels de problématiques. OK, parfait. Pour devenir inspecteur en bâtiment, c'est quoi les formations, les certifications? C'est quoi le processus pour devenir inspecteur en bâtiment aujourd'hui? C'est un cours d'environ 2 ans qui se donne dans différents cégeps, également des institutions comme le CEI qui donnent des formations. Ça dure environ 2 ans, là, à ma connaissance. Ça fait quand même un bout, là, mais c'est à peu près 2 ans pour faire ces formations-là. Après ça, ben, tu as un examen final. Et ce qu'il faut regarder pour les inspecteurs, c'est d'avoir une pratique sur le terrain. Okay. Idéalement, un inspecteur a déjà une connaissance au niveau de la construction. On est capable de différencier les inspecteurs qui ont une connaissance déjà en construction avant de prendre leur cours et ceux qui n'avaient pas. OK. C'est facilement décelable sur le marché. Comment que tu peux le voir, ces petites choses-là? Par la connaissance, il ne faut pas être gêné, il faut poser les questions. Les clients, on doit poser la question, savoir si y a une connaissance en construction, oui ou non. Et souvent, ça démarque du lot là, sur le travail. OK. Si on regarde, en fait, comment ça se passe une inspection en bâtiment, c'est quoi les étapes, comment ça se déroule, puis c'est à peu près combien de temps, en fait? Si on arrive sur place, on peut s'attendre à rester combien de temps avec toi? Parfait. L'inspection en bâtiment va durer, tout dépendant de la durée, elle va durer, ça dépend du type de propriété, l'âge de propriété. Évidemment, là, une maison centenaire, on va s'attarder plus longtemps sur la structure. C'est hyper important. On a des fondations en moellon, des problématiques à ce niveau-là. On a même des gens qui vont mettre l'uréthane à l'intérieur, gicler sur la fondation en moellon. À temps normal, en moyenne, ça dure 2h30. On commence à l'extérieur. Il y a beaucoup de déficiences qui peuvent être vues même de la rue. Peut-être qu'on va en parler tantôt. Mais de la rue, déjà, on peut voir des déficiences. On rentre dans la propriété, on fait l'entrée, on fait le rez-de-chaussée, on fait les chambres au rez-de-chaussée, toilettes. Et là, on monte à l'étage si c'est une maison à étage. On finit toujours avec le sous-sol. Puis on finit avec la place qui est souvent moins intéressante. L'entretoir, parce qu'on travaille de la cellulose partout. Fait qu'on finit avec l'entretoir à ce moment-là. C'est toujours la petite surprise un petit peu quand on arrive dans l'entretoir. L'entretoir, tout s'est bien là, passé, puis là, on arrive à la fin. Là. Anthony, là, l'entretoir, là, je dis toujours aux clients, c'est l'étape, là, souvent ça passe ou ça casse, ou s'il y a quelque chose à réparer dans l'entretoir, une fuite, problème structural, affaissement des fois. Mais la plupart du temps, ça va bien. OK. Puis combien de temps? 2h30. 2h30? On se prévoit un petit 2h30? Oui. Ouais. C'est sûr, ça dépend de la propriété. Là. Des fois, ça va être un peu plus rapide si c'est plus petit. Des fois, c'est un peu plus long. Moi, l'inspection la plus rapide que j'ai faite, c'est à peu près une demi-heure. Là. Et ça, c'est trop vite. On n'est pas rentré à l'intérieur. Okay. On a juste fait de l'extérieur, puis on a fait un arrêt de procédure. Il est arrivé une fois où je n'ai pas rentré du tout. OK.
Une maison quadruplex à Sherbrooke. On avait 1,5 pied entre... C'était mitoyen. Il y avait 1,5 pied entre le bâtisse de gauche et le bâtisse de droite. Et les fondations étaient finies. J'ai dit, t'es sûr, tu veux que j'inspecte ça? Il dit, as-tu une petite idée combien ça va coûter réparer ça? Et la fondation était finie, là, puis le mur de briques avec la vente de bœuf et tout, là, on n'a pas inspecté du tout à ce moment-là. On est parti. Tout le monde était d'accord là-dessus. Il y a deux choses que tu as dit que peut-être que c'est pas tout le monde qui va vraiment savoir c'est quoi exactement. Une fondation en moellon pour les maisons centenaires, puis un ventre de bœuf. OK. Moi, j'ai eu un bon prof en bâtiment, donc je sais c'est quoi, mais si tu voudrais expliquer un petit peu c'est Fondation en quoi moellon, c'est de la pierre qui est consolidée avec du mortier. Et puis, ce qui fait sa fragilité, malgré que c'est très, très durable, hein, une fondation en moellon, ça peut avoir 2 pieds de large. Hein. C'est assez impressionnant. Si on la voyait à nu, ce serait assez impressionnant. Mais ce qui est dangereux avec ça, c'est que l'humidité peut faire dégrader le mortier entre les pierres et déloger les pierres. Donc, début d'affaissement. Il ne faut pas en arriver là. Et il ne faut surtout pas gicler du rétang à l'intérieur d'une fondation en moellon parce que là, on capte, on garde l'eau à l'intérieur de la fondation et le mortier va se dégrader plus rapidement. Donc, ça. Et au niveau des ventes de bœuf, les maisons centenaires, c'est assez fréquent parce que les attaches qu'on utilisait pour attacher le mur de briques sur le support à l'arrière, étaient faites en fer. Donc, 100 ans, 110 ans plus tard, ça pue la même, ça rouille et puis ça se détache tranquillement. Ce qui fait le fameux ventre de bœuf. OK, parfait. Qu'est-ce qui va le plus changer dans une inspection avec les années qu'on va regarder au niveau de la maison? Ce que je veux dire par là, c'est que on prend une maison de 1940, une maison de 1950, une maison de 1960. Est-ce que chaque décennie a un petit peu ses particularités, ses Tout à fait. spécificités? Est-ce que, justement, il y a des années clés, comme, mettons, si tu as une maison avant 1940, il faut que tu regardes ci, ça, ça. Si tu as une maison entre 40 et 70, telle affaire. Y a-t-il des années clés où est-ce qu'il faut regarder des choses? C'est surtout là, au niveau des protections et des intempéries. Hein, nous autres, aujourd'hui, on a une protection par air qui est assez efficace. Dans ces années-là, on mettait un papier noir, là, mince comme une feuille de papier. Là. Donc, ça change beaucoup. Et il faut surtout prendre en compte aussi l'amiante dans les produits des maisons là, avant 1960, avant 70. La possibilité qu'il y ait de l'amiante dans les murs. Donc, faire attention aux futurs travaux, là, de bien prendre des précautions à ce niveau-là, au niveau de l'amiante. On ne va pas emmener ça partout dans la propriété. Là. Oui, en effet. Ça reste dans les murs, c'est pas si pire, mais une fois qu'on commence à ouvrir les murs, faire des rénovations, ça peut être l'enfer. On ne veut pas faire ça. Ouais, c'est une décontamination complète à ce moment-là. Exactement. Puis pour en avoir déjà vu dans un dossier, des contaminations à l'amiante, là, c'est des gros produits. Les gens arrivent quasiment avec un soute. C'est assez impressionnant à voir. Là. Puis la facture aussi est impressionnante à voir quand on arrive à ce niveau-là. Là. Tu m'avais ouvert un volet dont je veux parler au niveau de l'acrylique. OK. Toujours faire attention à l'acrylique avant 2012. 2012 et avant, au niveau de l'installation de l'acrylique, il ne laissait pas là, sortir l'humidité de la propriété là, au niveau de l'évacuation des eaux. Donc, faire attention à ça. On a souvent des signes à ce niveau-là, des taches de rouille ou des fissures à travers ce revêtement-là. Donc, il faut toujours faire vérifier. Toujours faire vérifier l'acrylique 2012 et avant. OK. Il m'est arrivé que j'avais un 24 logements là, en acrylique et puis l'acheteuse, elle a acheté quand même. Mais au moins, elle savait dans quoi ça embarquait. Le coût de 150 000 ou 250 000 divisé par 24, c'est quand même moins pire que d'être seul dans une propriété, acheter une maison avec de l'acrylique. Donc, si moi, j'achète pareil, Michel, le condo n'est pas cher, puis je vais l'acheter pareil. Au moins, elle sait qu'est-ce qu'il y en est. Le revêtement au complet, et il a dû être dévêtu. La maison, la propriété devait être dévêtue de son revêtement au complet. C'est sûr que c'est des travaux assez importants, mais une fois que tu le sais, tu peux le prévoir. Puis c'est un peu la beauté d'une inspection de bâtiment, c'est que si tout est beau, tant mieux. Tu vas avoir une petite liste de choses à faire. Parce qu'une maison, même si tout est beau, il y a toujours des petites choses. Hein. Ça t'est déjà arrivé, en fait, d'inspecter une maison et qu'il n'y avait absolument rien à dire? Oui. La seule affaire qu'il y a eu dans cette maison-là, j'en raconte des fois, c'est une anecdote que je raconte à mes clients quand je les vois. Je prends toujours, depuis ce temps-là, les photos en arrière des laveuses-sécheuses. Et cette maison-là, j'avais rien à dire. Elle était vraiment impeccable. C'est une madame de certain âge qui avait ça. Et il y avait une famille de rats en arrière de la laveuse-sécheuse. Quand même? Ouais. Papa, maman, puis trop petit.
OK. J'ai pris en photo, là, encore cette photo-là. Puis il y avait c'était squelette, là, tout ce qui restait. Quand ça se désintègre, il y aurait juste la queue. Là. Le reste, là, c'est juste des os. Là. Mais j'ai dit à madame, j'ai dit, vous avez pas eu des odeurs bizarres chez vous, madame? Non, non, non. J'ai dit, êtes-vous certaine? Non, non, non. Ça se pouvait quasiment pas, là, mais mettons que je la croyais, là, mais cinq petits rats, 5 rats en arrière dans la laveuse sécheuse, c'était quand même quelque chose. Non, en effet. Mais sinon, tout le reste était C'était A1. vraiment impeccable, la maison. Il n'y avait rien d'autre à dire. J'avais rien d'autre à dire sur sa propriété. OK. C'était nickel. Impressionnant. C'était la seule. Ouais, la seule, il n'y en a pas beaucoup. Depuis là. 2015. Ouais. Moi, pour l'instant, j'en ai pas eu une. Une maison où il n'y a absolument rien. Je n'ai pas encore touché à ça. Là. C'est très rare. C'est très rare. Ce qui arrive aussi, c'est que quand une maison change de main, il y a beaucoup plus de risques. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, plus que de propriétaires, plus qu'ils font chacun à leur façon, défont des murs, ils remontent ailleurs, ils font pas comme il faut, ils invitent mon oncle à faire de l'électricité. On le voit souvent, là, je suis capable de le dire quand tu es un électricien. Là, 3 prises sont installées, sont installées à l'envers là, au niveau du filage inversé. Là. Je sais que c'est pas un électricien qui a fait ça. Là. Je leur dis, c'est pas un électricien qui est venu ici. Hein? Ça répond pas vite, là, ça fait des non, c'est mon beau-père. Non, ça paraît. C'est ça. OK. Parfait. On en a déjà abordé un petit peu certains, mais c'est quoi les problèmes les plus courants dans une inspection? Moi, évidemment, en tête, j'ai toujours le fameux caulking à l'extérieur. Là. Ça vient en Ça vient pas mal toutes les souvent. inspections, surtout au Québec. Là. Chaud-froid. C'est les solins. Les solins? Déficience dans les solins. OK. Le fameux solin. Le solin est là pour dévier l'eau d'une ouverture. OK? Ou à la jonction de deux matériaux distincts. Là. Ça peut être la toiture puis une lucarne qui est à côté. C'est les solins qui sont mal installés. Il faut vraiment, vraiment, comme inspecteur, prendre plus de temps à ce niveau-là pour sculpter, là, voir si c'est vraiment bien fait. Parce que c'est appelé... on dirait que l'eau est attirée là. Donc, c'est appelé à couler dans pas grand temps si c'est mal installé. Donc, c'est ça qui revient le plus souvent? C'est ça qui revient comme problématique le plus souvent, les solins. OK. Y a d'autres choses qui reviennent comme fréquemment dans des inspections? À part de ça, on a les problèmes au niveau des entretoits. La ventilation dans l'entretoit, ça revient fréquemment aussi. Hein. On sait que quand on installe les évents maximum, il faut fermer les évents de pignon. Souvent, c'est pas fermé. Donc, on a un problème de tir au niveau de l'air. Et à l'inverse, quand on a une vieille propriété, ce que beaucoup de gars de toiture font, c'est qu'ils veulent, tant qu'à faire, on va améliorer la ventilation. La maison de 1956, ils installent 2-3 maximum sur la toiture, alors que le pare-vapeur n'est pas étanche. OK. On a un papier craft qui est simplement remis un par-dessus l'autre. C'est pas scellé, rien. Et on s'en va mettre une tire hyper forte sur la toiture et on prend l'humidité de la maison pour l'amener dans l'entretoit. On se demande pourquoi dans 10 ans après que c'est noir partout. Noir, exact, c'est moisi. Faut faire attention à ça. Ça arrive souvent que les gars de toiture, ils donnent un petit peu sa switch à ce niveau-là. Puis en inspection, on ne change pas quelque chose qui est gagnant. Mm-hmm. Si je vais dans un entretoit, il y a beau avoir des vieux ventilateurs. Écoute, ça fait 60 ans que c'est là puis c'est beau. Je sais pas. Exact. Je sais pas. Ça marche. Tu le vois que ça marche. C'est beau dans l'entretoit. Va pas faire des modifications à ce moment-là. C'est quelque chose que les inspecteurs devraient parler de plus en plus aux clients pour partager la bonne nouvelle. Exact. On ne touche pas une relation, quelque chose qui est gagnant. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte que les acheteurs devraient surveiller lorsqu'ils visitent une propriété? Comme quelque chose qui frappe, qui revient souvent, puis qu'il faudrait vraiment porter attention? Ah, j'aime ça que tu me poses ces questions-là. J'enseigne aussi aux futurs courtiers immobiliers, et ce que je leur dis, c'est de la rue, vous voyez déjà des déficiences. Mm-hmm. Je leur amène toujours un exemple concret que j'ai eu, un condo qui n'avait pas 5 ans, il avait 3 ans et demi. On a un balcon en avant, on a un perron en avant en béton, avec des marches en béton. À côté, j'ai une gouttière qui part d'en haut, qui prend 40 pieds du bâtiment, qui coule à côté de l'escalier en béton. Puis la fondation est à côté. Mm-hmm. Tu sais ce qui va se passer à tous les hivers? Une pression énorme dans la section enfermée dans le béton. Mm-hmm. Je n'étais même pas rentré dans la propriété. J'ai dit au monsieur, je vais aller vérifier en bas dans votre salon. Il a dit, oui, comment ça? Mais il dit, d'après moi, on a un petit problème. C'est là, pourtant, j'ai pas de signe. Mm-hmm. Le seul signe que j'ai, c'est la gouttière qui tombe là. Mais ça fait 3 ans et demi qu'elle tombe là, puis que le gel, il se prend là, puis qu'il tire. Comme de fait, j'arrive dans son salon,
En dessous de l'escalier, j'arrive avec mon testeur d'humidité. Bip, 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 bip. Je peux-tu traverser dans ton salon? Il dit, pas que c'est chez nous. Ben oui. Bip, 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 bip. Alors, on a ouvert, il m'a permis d'ouvrir, puis c'est lui, j'étais bien chanceux, c'est lui qui s'occupait de la copropriété. OK. Fait qu'il dit, mais j'ai autant de savoir tout de suite, Michel. Là. Sa liste était pourrie à grandeur. En 3 ans et demi. C'est rapide. L'eau, là. L'eau, ça fait des Très dommages dommageable. incroyables. Exact. L'eau avec la maçonnerie. On ne peut pas laisser l'eau couler sur une maçonnerie. C'est certain que les joints de maçonnerie vont détériorer. Donc ça, on le voit déjà après une pluie. Là. Ouais. C'est une pluie faciale, là, ça va couler partout. Mais souvent, du toit, du fascia, regardez où ce qui coule l'eau. Regardez où ce qui sont les traces d'humidité sur la maçonnerie. Et cette maçonnerie-là va se détériorer. Fait que procéder à un dégagement en mettant des soleils, en dégageant l'eau de là pour pas qu'elle coule sa maçonnerie. C'est assez simple, mais il faut juste regarder l'extérieur, prendre un peu de temps avant même de rentrer dans la propriété, regarder des signes. Puis tu me parles de maçonnerie, ça me fait penser, quelque chose qui revient souvent avec ça, les fameux chantepleurs. À chaque 3 briques, il y a un trou. Bien, souvent, c'est quelque chose qui revient quand que je visite des propriétés avec des nouveaux acheteurs qui ne connaissent pas le bâtiment. Souvent, ils vont me dire, tu sais, on parle de caulking, on met du caulking. Ils disent, ça, il faudrait qu'on vienne boucher ça. C'est une des erreurs les plus fréquentes. Les gens voient des trous, ils vont chercher de quoi chez Canadian Tire, chez Home Depot, peu importe, puis viennent boucher les chantepleurs. Mais ça, c'est fait pour faire respirer. Hein. Ça fait pour faire respirer. Dans un vieux bâtiment, on ne créera pas de chantepleurs. Souvent, il n'y a même pas de salin en dessous de la brique. Okay. Fait que dans le temps normal, tu aurais ton pare-vapeur qui s'en vient dans le salin. Le salin qui va être là pour que l'eau puisse sortir finalement. Mais dans les vieux bâtiments, il n'y en a pas de salin. Fait que il n'y a pas de dommages, comme j'ai dit tantôt. On touche pas. Don't touch it. Mais s'il y a des chantepleurs, on les bouge pas. On les bouge pas. S'il vous plaît. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui se prépare à faire inspecter sa maison avant de la mettre sur le marché pour une inspection pré-vente? En fait, Tellement important ta question. Ouais. Tellement important, je le dis tout le temps. Vous voulez avoir la valeur maximum de votre propriété. Le client, il fait une offre d'achat, il a visité la maison, il ne connaît pas les détails de tous les systèmes. Là, l'inspecteur arrive et puis il donne la mauvaise nouvelle. Tu as de l'eau ferreux. Tu n'as pas de cheminée de nettoyage. Tu expliques au client, tu as de l'eau ferreux. Ça a repris des cheminées de nettoyage, il n'y en a pas. C'est quoi des cheminées de nettoyage? Bien, si jamais tu as un dépôt d'eau qui commence à être important, bien, on peut faire un flush de ton système de drainage puis évacuer. Ah ouais, mais là, ça devient compliqué pour le client. Ça devient négatif. C'est hyper important de faire des inspections pré-vente. Emmener ces choses-là. Et là, on détermine, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Parce que quand on dresse la liste, une fois que l'inspection est finie, si la liste a 40 items au lieu d'en avoir 5, ça vient un effet négatif à la vente. C'est sûr et certain. Alors que, puis là, les choses qui sont négatives, il faut qu'elles soient écrites dans DV. Quand c'est écrit dans DV, il vient faire une offre, il sait qu'il y a une problématique. Ça ne le dérange pas parce qu'il est venu faire une offre. Ouais. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise. Puis en plus, ça protège aussi le vendeur et l'acheteur à ce niveau-là. Là. Ça l'aide le courtier, ça l'aide l'inspecteur, ça l'aide toutes les parties pour conclure une vente quand on a ces informations-là avant. Exact. Donc, en fait, c'est d'être bien préparé à la vente. Ce qu'on voit souvent de ce temps-ci, par contre, sur le marché, c'est que les gens, dans le marché qui est tellement en feu en ce moment, ils veulent absolument trouver avant de vendre. Donc, souvent, ils vont avoir le temps de se préparer. Puis, souvent, ils ne vont pas prendre ce temps-là nécessairement pour se préparer, puis ils vont attendre la dernière seconde, puis ils ne vont pas être prêts. Ce que je fais souvent avec mes vendeurs qui me disent, je veux trouver avant de vendre, c'est qu'on prend justement le temps de se préparer. Je vais leur conseiller de faire une inspection pré-vente. C'est pas évidemment tous les vendeurs qui vont décider de payer une inspection pré-vente. Mais comme par exemple, ça m'a permis de me préparer en automne dernier. J'ai fait les vidéos, photos extérieures d'une propriété. Puis là, quand on l'a mis en vente, on avait des photos d'hiver, on avait des photos d'automne. Donc, on avait les deux photos pour se préparer. Mais justement, en se préparant à la mise en vente d'une propriété, c'est bon de faire une inspection justement pré-vente. C'est pas le même prix non plus, hein, Anthony. C'est la moitié du prix parce qu'on énumère les déficiences. On ne fait pas le rapport. Donc, au lieu d'avoir une inspection à 750 $, elle va être 300, 375 $ gros max. C'est vraiment une bonne chose. Non, vraiment. Je le suggère fortement. Un propriétaire qui veut bien entretenir sa maison, ce serait quoi les conseils globaux que tu donnerais pour l'entretien d'une maison? C'est quoi les affaires qu'il faut qu'on fasse annuellement, biannuellement? Il faut toujours
prioriser l'extérieur du bâtiment. OK. Tout le temps. Même pour les vendeurs, même pour l'acheteur, s'il faut regarder l'extérieur du bâtiment afin qu'il soit étanche. Il manque une partie de clin. J'ai-tu de la maçonnerie qui est brisée, qui est cassée? Y a-t-il quelque chose qui peut permettre l'eau de rentrer chez moi? Oui ou non? Ça, c'est la première chose à vérifier. Une fois que l'extérieur est fait, l'intérieur, là, tu peux y aller après. Là. Mm. On ne veut pas que l'eau rentre dans la maison. C'est la chose la plus importante. Donc, justement, on Faire en le parle, tour, on en parle depuis le début. Là. L'eau, ouais. c'est vraiment le tueur nerf de la guerre. maison. Là. Oui, vraiment. Vraiment, c'est la cause des champignons. Hein. Ça prend 3 choses pour qu'un champignon croît. Ça prend de la chaleur, ça prend quelque chose à manger, ça prend l'humidité. Donc Quand on a les trois ensemble, bois, on a de l'eau, puis... quand le bois, c'est quelque chose à manger, l'humidité, puis la chaleur dans l'entretoit l'été, si on a de l'humidité, c'est là que ça commence les problématiques de moisissure. C'est pour ça que c'est une des places les plus propices à ça puis les vides sanitaires. Là. Exactement, oui. T'aimes ça, les vides sanitaires? Ah, mon Dieu. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. T'es dans un secteur qu'il n'y en a pas quasiment. Il n'y en a pas à moi, je vais partout. Oui. Je suis à Chersey, je suis dans les Laurentides, la Naudière. En ce moment, j'ai un duplex à Québec. Est-ce que tu y vas, ce temps-là? Je vais toujours dans le vide sanitaire. Moi, j'adore. J'aime pas les araignées, mais j'adore. Sauf quand il fait moins de 4 pieds. Ouais. À 4 pieds, j'y vais remplir, encore, mais 3 pieds et demi... Il faut je suis en soute, hein, c'est dans ça. un vide Non, sanitaire en soute. Pas vraiment, non. Il y a des réglementations locales, des fois, qui vont arriver, comme exemple, interdiction de foyer à bois à Montréal. Là, ça s'en vient à Laval. Ça se répand un peu partout. Des réglementations comme les clôtures de piscine. Est-ce que ça t'affecte, toi, en tant qu'inspecteur? Parce qu'il faut un peu que tu restes à jour de ces réglementations-là pour pouvoir bien conseiller les gens. Non, ça ne m'affecte pas. On ne connaît pas nécessairement tous les secteurs, mais il faut s'informer avant d'aller en inspection. Mm-hmm. Mais non, ça ne nous affecte pas tellement. C'est pour ça qu'il serait en péril, le fer à bois, on ne l'utilise pas. Tu m'ouvres une petite parenthèse. Quand on n'utilise plus un poêle à bois, là, la cheminée est à retirer le plus vite possible. Là. OK. Toute ouverture par le toit qui n'est plus utilisée, on le retire le plus vite possible pour éliminer ce risque d'infiltration d'eau. OK. Ça, c'est bien important. Donc, un poêle qui n'est pas utilisé va être plus propice à une infiltration d'eau qu'un poêle qui est utilisé? Non, c'est pas ça. C'est que s'il est utilisé, enlevons la cheminée tout de suite pour pas que ça arrive. Limiter les risques. C'est ça, exactement. Ouais. OK, on laisse pas un risque pour rien. Non, exact. Puis parlant de législation, est-ce qu'il y a des choses qui vous régissent, comme exemple les inspecteurs en bâtiment, des lois sur les inspecteurs en bâtiment? Puis est-ce qu'il y a des changements qui ont été apportés à ça récemment? Comme vous devez absolument être membre d'un ordre ou quelque chose du genre? Tu parles, hein? Ben oui, certainement. On s'en vient avec une nouvelle norme. D'ailleurs, la norme est sortie. La nouvelle norme BNQ qui va être régie par la Régie du bâtiment du Québec. Donc, éventuellement, là, on ne sait pas vraiment quand, mais à un moment donné, la RBQ va s'occuper des inspecteurs en bâtiment comme il se doit. Là. À l'heure où on se parle encore aujourd'hui, n'importe qui peut être inspecteur en bâtiment, malheureusement. Et heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. OK? Heureusement, tout le monde fait partie d'une association et suit des formations là, comme il se doit, là, avec un certain nombre d'UFC à tous les années. Donc, ça, c'est au moins une chose, mais il reste encore un certain nombre d'inspecteurs qui travaillent dans le noir. Parce qu'on en parlait tantôt, on disait il y a un cours au cégep de 2 ans, il y a des examens, il y a tout ça. Est-ce que c'est obligatoire pour l'instant d'avoir ça, ce cours-là, pour faire de l'inspection de bâtiment? Non, n'importe qui peut l'être. Toi, si tu veux être inspecteur demain matin, tu peux me décrire ton inspecteur Anthony et puis commencer à travailler comme inspecteur en bâtiment. C'est impressionnant quand même. Hein? Tu es trop bon courtier, tu ne peux pas faire ça. Non, exactement. Je te laisse la job d'inspecter. Quand on parle d'une inspection, en fait, les résultats, est-ce que des fois, ça va affecter la valeur d'une propriété? Certainement. Certainement. Je vais te donner un cas sans donner d'adresse qui me souvient beaucoup. À Mascouche, où j'arrive, et puis j'ai bien demandé au courtier du vendeur, j'ai dit, y a-tu de l'oc ferreux? Parce qu'on s'entend qu'à Mascouche, il y a beaucoup d'oc ferreux. L'oc ferreux, surtout sur la rive nord. Mm-hmm. Non, il n'y a pas d'oc ferreux. J'arrive là, et puis le drain est plein d'ocre. Quand je te dis plein, c'est plein. Pas de cheminée de nettoyage. Les clients se sont désistés, ils se sont sortis de la vente parce que ça ne leur intéressait pas d'avoir cette problématique-là. Si ça s'était su avant et si on avait pris les précautions, si on avait installé les cheminées, soit ça, c'est un cas là, où si on avait fait une inspection pré-vente, là, la vente, fort probablement, elle aurait été faite.
On aurait changé le drain avant la vente. On aurait installé des cheminées de nettoyage. Et c'est comme donner une clé d'accès là, au bonheur. Là. Mhm. Ben, c'est pas vendu. Donc, ça s'est pas vendu, il y a eu une baisse de prix. Une baisse de prix. Puis là, le rapport, il est là, le rapport. Là, donc, c'est censé te suivre. Oui, exact. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Si on fait une inspection en bâtiment, puis que l'acheteur se désiste, ben, dans le futur, le vendeur est obligé de fournir son rapport d'inspection à un futur acheteur. Ouais, censé, Anthony. Censé, oui. C'est pas toujours le cas. Je peux te dire que c'est pas toujours le cas. On essaie de... En tout cas, Ouais. on rentrera pas dans ce... Non, on rentrera pas dans le côté dans cette légal de étape-là. ça. Là. Non, exactement. Justement, ben, j'allais passer à une prochaine question, mais ça me fait penser justement, ça m'est arrivé à Mascouche moi-même avec un courtier. Parce que oui, en effet, il y a certains secteurs de Mascouche qui sont plus propices à avoir de l'oc ferreux, même de Terrebonne aussi. Puis justement, je demande à la courtière, je dis, ben, de toute façon, moi, je regarde toujours dans le fond du bac de rétention. Puis c'était orange. Mais orange sur un temps. Là. Ouais. Puis je m'envoie à la courtière, je dis, écoute, t'as coché non à l'oc ferreux avec tes vendeurs. Je dis, t'as-tu été voir dans la fosse dans la somme-pompe? J'allais dire la fosse septique. T'as-tu été voir dans la somme-pompe? Puis elle me dit non, pourquoi? Viens voir avec moi. Puis parce que c'était pendant une visite libre. Elle est descendue avec moi, j'ai ouvert le bac. Puis elle dit, oh, c'est quoi ça? C'est comme, t'es courtière, tu fais une vente à Mascouche, Terrebonne, puis tu sais pas c'est quoi de l'oc ferreux. Mais juste à la base, de pas savoir c'est quoi de l'oc ferreux, c'est... Après écouter son cours. Ah non. C'est impressionnant quand même. Là. Ouais. Il faut connaître ça. Exact. Ouais. C'est assez qu'il a répondu, il faut faire attention. Non, ça vient quand même assez fréquemment. Ouais. Est-ce que tu utilises des technologies en particulier pendant tes inspections? Comme tantôt, tu as parlé d'un détecteur d'humidité. Quel genre d'outils, de gadgets que tu fais? Je sais qu'il y a certains inspecteurs qui vont y aller avec un drone. Tu peux avoir fait des inspections avec toi. Je sais que tu vas physiquement sur le toit. Qu'est-ce que tu utilises? Si tu n'utilises pas certaines choses, pourquoi tu ne les utilises pas? Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Ça va aller souvent avec l'âge du bâtiment et la qualité du bâtiment. Je ne sors pas toujours ma caméra infrarouge. Mais quand je sors ma caméra infrarouge ne détecte pas l'humidité. Hein. Ça détecte le froid, le chaud et le froid. Quand je vais sortir ma caméra infrarouge, c'est pour fort possiblement sortir mon détecteur d'humidité après. OK. Donc, il me donne des signes de condensation et là, je vais sortir mon détecteur d'humidité. J'en ai plusieurs. Le monde, il me trouve drôle avec ma grosse valise orangée. Puis, mais j'ai toujours tout en double et en triple. Il ne faut pas que j'arrive à une inspection et qu'une caméra fasse défaut. Fait que j'ai 2 caméras infrarouges. J'ai 3 caméras là, infrarouges contact. J'en ai qui sont vraiment par intrusion. Où est-ce que je peux vraiment rentrer là, des aiguilles dans le gypse ou dans le bois pour connaître le degré d'humidité. Ça dépend de chaque propriété. Mais ça prend un signe. Ça prend un signe qui me laisse croire qu'on ne fait pas ça à toutes les maisons. Le monde aurait peur. Là, ouais, ça finirait plus. C'est détruire ma maison. T'sais. Il cherche vraiment des bébites, lui. Non, non. Ça prend des signes. On a des signes d'humidité et là, on vient quantifier, retrouver la raison. Hein, pourquoi qu'on a de l'humidité là? Et là, amener un taux d'humidité là, pour pouvoir savoir si c'est important ou non. Là. OK. Jusqu'à quel degré? Là. Donc, ton kit d'inspecteur vient avec caméra thermique, détecteur d'humidité, flashlight, bien évidemment. Tout le kit. Plus 2-3 flashlights, 2-3 détecteurs d'humidité, 2 appareils intrusion, 2 caméras infrarouges. J'ai toujours ça dans mon sac de surprise. Oui, pour l'électricité. Tout à fait. OK, donc une coupe de gadgets quand on même. peut utiliser la caméra infrarouge pour le panneau électrique aussi. Mm-hmm. Donc, on peut savoir vraiment si j'ai un disjoncteur surchauffe. Là, on est capable d'utiliser ça pour ça. OK. Mais là, ce qui s'en vient, Anthony, c'est qu'on ne pourra plus bientôt offrir les panneaux électriques. Ça va vouloir dire qu'à chaque inspection, que les coursiers vont devoir appeler un électricien en expertise. Si on veut ouvrir le panneau. Bien, c'est pas si, il faut. Fait que là, tu annonceras à tes clients qu'il va y avoir une expertise pour chaque panneau, là, à chaque maison, pour vérifier le panneau électrique. Parce que s'il y a une corrosion, et s'il y a de l'humidité dans le panneau, pour une corrosion sur une des bornes, sur un disjoncteur, bien, on ne peut pas laisser ça comme ça. Okay? Il faut procéder là, à des changements. Ça va être le fun, hein? Ah, ça va être ça a la BNQ, le CIMEC, hein, ils veulent faire des changements là-dessus. La Corporation des maîtres électriciens du Québec, ils ne veulent pas qu'on ouvre les panneaux. Ça fait depuis 2015 que j'ouvre les panneaux. Jamais rien arrivé. Là. On ne s'amuse pas avec les fils. On veut voir s'il y a de la corrosion dans le panneau, si j'ai un réchauffement
S'il y a un disjoncteur qui est rouillé, s'il y a de la rouille dans le panneau, on ne peut pas avoir de rouille dans un panneau électrique. Il faut que tous les contacts soient au top. Là. Donc, si on regarde le nombre de propriétés qui se vendent au Québec annuellement, le nombre d'inspections qui se fait annuellement, on a-tu assez d'électriciens au Québec pour faire toutes les inspections en bâtiment? On a la misère à en avoir un. Là, c'est comme... Moi, j'ai dû faire installer une borne électrique chez nous pour mon véhicule électrique. J'ai fait venir un électricien. Il y a eu de l'attente. Tu as tout à fait raison. Fait que je sais pas ce qui va se passer avec ça. Là. C'est aberrant. Là. Ce qu'on appelle mettre la charrue devant les bœufs, ça? Mon Dieu. OK. Oui. Wow. Tu savais-tu ça? Ben, tu viens de répondre. Tu l'apprends aujourd'hui? Ben oui, tu me l'apprends aujourd'hui. Wow. Parce qu'il y a tellement de nouveautés, de changements. C'est fou. Il y a des lois qui s'ajoutent à tous les jours. C'est impressionnant. Puis je suis le genre de courtier qui se forme beaucoup. Justement, tu peux voir justement sur le dossier d'un courtier immobilier, là, si tu en vas sur le site de l'OASIC, tu regardes son permis, tu peux voir toutes les formations qui suivent. Moi, j'ai toujours 30 formations sur 15. Là. Je double toujours le nombre d'UFC, d'unités de formation continue. Là. J'en fais toujours le double et plus encore là, parce que j'adore me former, j'adore apprendre. C'est important. Fait que, ben non, je savais pas ça. Puis tu réponds à la prochaine question. Vois-tu des innovations à venir qui pourraient changer la façon dont on inspecte? C'en est une, mais innovation, est-ce que c'en est une? C'est plus un recul, là? C'est plus un recul, parce qu'on était apte à faire ça. Là. On était vraiment apte à faire ça. C'est vraiment désolant de voir qu'ils veulent embarquer là-dedans. Là. Mais c'est une question d'argent. Le monde est une question d'argent. Ça te fera pas la run? Je pense pas. Impossible, parce qu'il n'y a pas assez d'électriciens au Québec pour faire ça. L'AIBQ, pour qui, mon association, on se bat beaucoup pour changer cette décision-là. Là. On va voir comment ça va sortir. Là. On a encore du temps à travailler sur le dossier, fait qu'on va voir où ça va finir. Là. À suivre? Wow. Je suis flabbergasté. Sur une autre note, as-tu des anecdotes intéressantes à partager sur des inspections que tu as faites, des petits Oh my God. OK. Des choses particulières? J'en ai une, là. Mon Dieu, ça fait quand même depuis 2016-2017. Je vais faire une inspection à Blainville. Et puis, une belle maison. Vraiment une belle maison avec géothermie. Parce qu'on va chercher la chaleur dans le sol, là. Hein. Et puis, on climatise avec le sol qui est plus froid que l'air l'été. Monsieur, il aimait beaucoup sa maison. Il m'a suivi tout le temps. Moi, ça ne me dérange pas qu'un client me suive. Là. Ça me prédispose pas. Ça ne me cause pas de problème. Là. Mais lui, il était assez... à chaque fois que je disais quelque chose, là, mon client, il était là, puis il butted in. Puis, voyons donc, ça se peut pas. Fait que là, on est arrivé aux fondations. Je descends chez eux, puis tout le tour de la fondation, je vois de la fluorescence. La fluorescence, c'est du sel qui est dans le béton qui arrive à surface, qui est poussé par l'eau. Une poussée hydrostatique. Donc, il y a de l'eau quelque part qui pousse sur ces sels-là pour les amener à la surface du béton. Fait que je regarde mon client, je lui dis écoute, Marc-André, c'est fictif, là, je ne me souviens plus de son nom vraiment. Ça fait quand même un bout. Mais je dis Marc-André, je dis il va falloir faire une investigation ici, à savoir si le drain français est en cause. T'sais. D'après moi, on fait tout autour de la fondation comme ça, on a un problème avec le drain français. Il doit être bouché. Le vendeur, non, ça se peut pas. Il y a juste 45 ans. Je dis, monsieur, vous êtes chanceux. Qu'est-ce qui peut se passer après, c'est 25-30 ans, là, la durée de vie. C'était rendu à 45. Vous êtes bien chanceux. Là. Non, ça se peut pas. Qu'est-ce que tu dis, monsieur l'inspecteur? J'embarque pas dans le jeu. Fait que mon client, il fait faire l'expertise, mais lui, il ne sait pas que c'est filmé. Il n'était pas là, quand on est revenu. Fait que je fais passer, là, je l'ai la caméra aujourd'hui, mais dans ce temps-là, je n'avais pas ma caméra pour le dingue. Fait que l'expert, il passe la caméra, puis c'est filmé. Il met ça dans sa poche. Il m'envoie le film. Je vois bien que le drain est fini, là. Il est vraiment fini, là. Il est bouché de pierre, de terre, des trous dedans, des branches. Fait que, le drain ne draine plus. Mon constat était bon, finalement, tu sais. 1 an et demi plus tard, j'ai reçu une mise en demeure. Le client qui veut me mettre en demeure parce qu'il n'a pas vendu sa propriété. Hey, sais-tu... On va-tu poursuivre un inspecteur à chaque fois qu'on ne vendra pas notre maison? Là, c'est quoi cette affaire-là? T'sais? Fait que là, ça allait, mais je suis obligé d'engager un expert. Okay. J'ai engagé un expert, il rédige un rapport. Michel a raison, il explique ce que j'ai dit. J'arrive à la cour. Lui, il fait faire une expertise par un de mes collègues avec qui je travaille. Mais un de mes collègues n'a même pas donné le bon type de drain. C'était même pas le bon type de drain. C'est un drain en plastique. Il disait que c'est un drain gris, mais peu importe.
Et là, j'arrive en la cour, je regarde le juge. Lui, il a parlé pendant une demi-heure. Je regarde le juge. Monsieur le juge, vous, s'il vous plaît, sortir la petite cassette, là, qu'on puisse la mettre à la télévision. Je mets la petite cassette, je regarde le gars, il dit on est ici pourquoi aujourd'hui? Il dit il n'y a même pas de dossier ici. Là. Je l'ai entendu pendant une demi-heure. C'est juste quelqu'un qui n'était pas content parce qu'il n'a pas vendu sa maison. Mais c'était vraiment que le drain était fini. Là. Quand même. Et ça a été pénible parce que te retrouver à la cour, là, c'est pas le fun. Là. Non, C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Là, on n'invente pas des choses sans savoir. Là. Si j'écris dans un rapport que le drain est fini, c'est parce que je l'ai vérifié avant. Là. C'est quelque chose qu'on ait des doutes. Il ne faut pas se fier sur nos doutes. Il faut aller vérifier avec une caméra. Puis c'est ce qu'on a fait. Là. Exact. Le juge, j'ai dit, tu sais, Michel, j'ai dit, tu peux le poursuivre pour 15 000 si tu veux. Là. Il dit, non, le but, c'est pas de taper sur son clou. Là. C'est réglé. Là. On tourne la page puis on avance. Ouais. J'aurais pu le poursuivre au civil. T'sais. C'est des affaires dans l'immobilier qui sont pas cool. Là. Non, exactement. On ne veut jamais se rendre en cours. Puis, tu sais, anyway, pour un inspecteur, ça donne absolument rien d'ajouter des choses dans un rapport qui sont pas vraies. De toute façon, si l'inspection en bâtiment a lieu puis qu'il y a plusieurs petits facteurs qui influencent la valeur de la propriété ou les travaux qu'on a à faire, l'acheteur peut se retirer. Ouais. Tu sais, ça prend pas nécessairement de quoi... Quelqu'un peut se retirer après l'inspection pour plein de petits facteurs. Exact. Ce qui est important, Anthony, dans l'inspection, puis c'est peut-être un message, peut-être des inspecteurs qui ont écouté ça, c'est toujours emmener la solution. Exact. Pas juste taper sur le clou. Il y a toujours une solution. OK, j'ai la moisissure au sous-sol, j'ai la laine qui est directement au sous-sol, et ça a condensé, puis j'ai un peu de moisissure. Mais c'est quoi la solution? Explique-la. Explique-la au client, parce que lui, là, il voit ça, il est gros de même. Là. Exact. Alors que c'est pas si gros que ça. Il faut toujours amener la solution au client pour pas le laisser dans le doute. Là. Il ne dormira pas le soir. Là. Moi, je l'explique toujours la solution. Je donne toujours une solution quand j'explique une problématique. La polarité est inversée, ça peut briser vos appareils. Oui, exactement. Ben, c'est pas bon pour les appareils électroniques. C'est quoi la solution? Hein? C'est quoi la solution? Tu peux le laisser de même. Ben, branche pas un ordinateur dedans. Mais si tu veux brancher un ordinateur dedans. Tu prends le fil noir, fil blanc, puis inverse-le sur la brise. C'est tout. C'est réglé. Fait que, tu sais, ça fait très peur. Tu peux briser des appareils, il peut avoir un feu, mais... Okay. Ferme le breaker, switch les fils. Et voilà. Fini. Toujours amener la solution tant que possible. Ça prend pas plus de temps. Là. J'ai pas pris 3h30 d'inspection. Je l'ai fait en même temps. Là. J'arrive toujours là, à 15 minutes près, 2h30. Tout le temps. Oui, c'est une grosse cabane, là, 5 millions. Là. C'est 3 étages, là, à 3500 pieds carrés. Là. Mais la majorité du temps, là, à 2h30, là, je rentre là. Moi, j'arrive avant le coursier. J'arrive toujours 15-20 minutes, une demi-heure avant pour faire l'extérieur du bâtiment. Tout le monde est d'accord avec ça. Même le client acheteur. Là, le client acheteur arrive, avant de rentrer dans la maison, il arrive et j'explique les problématiques que j'ai vues, puis on rentre dans la maison. Ça sauve du temps à tout le monde. Exact. Ah, c'est bon, ça. Ouais. On a parlé tantôt un petit peu des changements qui allaient arriver au niveau de l'inspection en bâtiment. Comment tu vois le métier d'inspecteur en bâtiment dans les prochaines années? Tu penses qu'il va y avoir des grands changements? Est-ce que tu penses que ça va rester pas mal pareil? Penses-tu que ça va beaucoup évoluer? Ou... Je sais pas si je devrais dire ça. Notre norme de pratique à l'AIBQ est étoffée. Okay. La nouvelle norme, elle est un petit peu moins. Okay. C'est surprenant. Hein? Donc, elle va être moins rigoureuse, même si on ne peut pas ouvrir le panneau électrique. Là, elle va être un petit peu moins rigoureuse pour nous. Moi, je ne changerai pas ma méthode. Je vais garder ma même méthode, je suis habitué avec. J'en ferai un peu plus par rapport à la norme, mais je vais garder ma méthode de pratique que je fais depuis maintenant, là, 9 ans. Là. OK. Fait que pour moi, ça ne change rien. Donc, ça ne changera rien. Possiblement une dégradation de certaines inspections qui vont être moins rigoureuses? Pas nécessairement dégradation, mais peut-être qu'il y a peut-être des choses qui veulent emmener plus en expertise, comme l'électricité, là, comme le fameux panneau. Là. OK. Donc, retirer un peu... S'il m'empêche vraiment d'ouvrir le panneau, et la RBQ dit « Michel, tu n'as plus le droit d'ouvrir le panneau. » Je vais adhérer à ça, là. Mais tout ce que je vais être capable d'encore le faire par rapport à ce que je fais déjà, là, ça va rester comme tel. Là. OK, donc on regarde un peu pour retirer du poids des épaules d'un inspecteur pour en mettre plus sur des experts. Sur d'autres experts, oui. C'est sûr qu'une expertise coûte plus cher qu'une inspection. Oui. Tu sais, je vais venir faire vérifier un drain français. Là. Ça, on va pouvoir le faire, là, mais je donne un exemple. Faire vérifier un drain français, là, il faut qu'il se déplace. Faire déplacer un plombier, là. Combien ça coûte aujourd'hui? Si je l'ai juste l'appelé, c'est 200 $. Juste appeler le plombier. Là. Il n'est pas arrivé encore. Là. Fait que,
On verra que ça va C'est mieux d'appeler un avocat à ce prix-là. Exact. Ça va coûter moins cher. Ouais. Puis finalement, est-ce qu'il y a une tendance émergente dans le secteur de l'immobilier qui influence les inspections de bâtiments? Comme on a vu, admettons, pendant le COVID, au début, il y avait beaucoup de surenchères. On recommence à en voir un petit peu les surenchères. Puis dans ce temps-là, quand il y avait 20, 22, 23 offres, il y avait des gens qui se disaient « Ah, pour me démarquer du lot, je ne vais pas mettre d'inspection en bâtiment dans ma promesse d'achat. » Ça, personnellement, c'est quelque chose que je suis quand même fier de dire. C'est quelque chose que j'ai jamais conseillé à un de mes clients parce qu'une inspection en bâtiment, à la base, ça protège tout le monde. Parce que ça dit vraiment comment le bâtiment est. Ça va protéger autant le vendeur parce qu'après ça, tous les problèmes qui sont en rapport d'inspection, ben, ils ont été déclarés. Fait que l'acheteur se déclare satisfait de ça. Puis pour l'acheteur, ben, ça y apprend qu'est-ce qu'il a à faire sa propriété. Mais tu vois-tu un petit peu des changements à ce niveau-là sur l'immobilier? Tu vois-tu des choses qui s'en viennent? C'est quoi ton feeling là-dessus? Bonne question. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Là, on est en dentier. On comme en dentier en ce moment. Là. Hein, Premièrement, le marché est up and down. Là. Le marché, là, je trouve qu'on est dans un marché actuellement pré-COVID. Là. Ça, c'est parti en boom ce printemps. Là. Je suis rendu au mois d'avril, puis ça lâche pas. Je manque pas de travail. Là. Mais je sais pas quoi dire là-dessus. Tu m'as pris par surprise. Mais tu dis de quoi vraiment qui me fait réagir? Parce que c'est vrai que le marché en ce moment ressemble beaucoup juste avant la COVID. Pré-COVID. Parce que moi, c'est dans ces temps-là que j'ai commencé vraiment à bouger en immobilier. Puis on faisait des fois des visites libres, puis on attendait à la queue leu plusieurs personnes pour aller visiter. Donc, tu sais, les gens qui disent que le COVID a généré la surenchère, c'est pas vrai, c'était déjà là avant. Ouais. Mais à l'inverse, il y avait des fois des propriétés où tu pouvais aller voir, puis ça faisait 3 mois qu'ils étaient sur le marché, puis tu pouvais négocier. Puis c'est ce qu'on retrouve un peu en ce moment. Ouais. On retrouve des propriétés qui vont partir 10, 15, 20 000 en dessous du prix demandé, puis il y en a d'autres qui vont partir 40, 50, 60 000 en haut. Exact. C'est un marché très particulier en ce moment, là. La gamme de maison entre 450 et 650 000, là, c'est des petits pains chauds. Ça se vend en surenchère en ce moment. Je sais, j'ai des clients qui m'ont booké des inspections. Hey, j'ai fait une offre d'achat. Ils disent attendez, c'est-tu fini? Le deal est-tu fini? Elle dit non, pas encore. Finalement, elle m'appelle 2 jours après. Je ne l'ai pas eu. C'est ça. Quelqu'un il met 50 000 de plus à la table. Ça se voit encore aujourd'hui. Là. Même malgré les taux d'intérêt, malgré tout, là, les gens arrivent avec 50 000 sur une maison de 500 000 pour avoir la propriété. T'sais. Mais les gens le voient bien, le taux d'intérêt, justement, le dernier podcast qu'on a sorti, c'était sur l'hypothèque, les taux d'intérêt. Ouais. Les taux d'intérêt commencent légèrement à baisser. Le taux directeur est resté le même depuis longtemps, mais le taux d'intérêt réel que les gens vont payer commence à baisser. On était à 5,49 à peu près dans le plus haut sur du taux fixe. En tout cas, le meilleur taux dans ce temps-là, c'était 5,49 quand il était pas mal au plus haut. Peut-être 5,69. En tout cas, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Puis là, maintenant, on voit des taux à 4,79. Je suis pas sûr si j'en ai vu un récemment à 4,69. Peut-être que je vais me faire corriger dans les commentaires. Non, je pense que oui. Mais ça commence à baisser, même si le taux directeur est resté le même. Donc, les gens qui attendaient que les taux baissent commencent à sortir un peu de leur hibernation. Puis il y a des gens qui attendent encore d'autres baisses. Puis c'est pour ça que le marché va jamais arrêter dans les prochains temps parce que le taux devrait aller à la baisse. Donc, il y a des gens qui vont se déniaiser, qui vont commencer à venir sur le marché immobilier qui attendaient des baisses de taux. Fait que plus d'acheteurs, le nombre de vendeurs devrait rester pas mal similaire. Donc, quand tu as plus d'acheteurs, mais un nombre de vendeurs similaire, ça crée un débalancement dans l'offre et la demande. Puis ça revient tout le temps. Là. Drôle de marché. Hein? C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est bizarre dans le marché qu'on est en ce moment. Là. C'est spécial. Puis ma petite question surprise, la fin, que je garde toujours pour la fin. S'il y avait un seul problème que tu voudrais pas retrouver dans une maison, le pire problème, c'est quoi? Le pire problème? Juste un. Chauve-souris dans l'entretoit. Chauve-souris dans l'entretoit? C'est la pire bébite que tu vas pas retrouver dans l'entretoit. Okay. C'est la plus dommageable pour la santé. OK. Ouais. L'urine d'une chauve-souris, là, ça se propage dans la propriété. Là, c'est néfaste pour la santé. Beaucoup plus que la vermine, que n'importe quel autre retour laveur, n'importe quel autre aliment. OK. Tu prendrais ça avant la myrule pleureuse? J'irais pas dans l'entretoit sachant qu'il y avait des chauves-souris là. Non? Non. Ah, on peut mettre un masque, là. Hein, le fameux masque 3M, là. Ouais. On peut mettre ça, là. Mais, fait que tu prendrais la myrule pleureuse avant des chauves-souris dans l'entretoit? Oh, ouais, c'est une bonne question, hein, celle-là? Tu je suis chanceux, j'ai jamais eu à faire affaire avec la myrule pleureuse encore. OK. Fait que on est chanceux, là. C'est moins répandu que je pensais que c'était pour l'être.
Fait que ça ne m'est pas arrivé de faire face avec ça, de ça encore. OK. J'ai eu un triplex à Montréal qui était infesté de champignons. Mais infesté, là, le soubassement était au complet. Tu avais des champignons partout. OK. Je suis descendu là, j'ai dit « Wow, what is this? What is this? » Je remonte en haut, je regarde la madame au rez-de-chaussée. Je dis « Saviez-vous que vous aviez des champignons à grandeur de la propriété en bas, là, dans le soubassement? » Elle dit « Oui, je l'ai dit au propriétaire. » Mais si j'appelle la ville de Montréal là, je dis « Ils vont vous évincer. Il faut vous traiter ça. » Fait que ça, c'est pas le fun non plus. Les champignons, là, c'est pas cool. Ouais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la mérule pleureuse, en fait, c'est un champignon qui affecte le. Souvent, c'est juste le bois. Juste le bois, non. Tout ce qui est poreux, là. OK, donc tous les matériaux poreux. Oui. Parce qu'une fois que ça rentre. C'est très, très néfaste. J'ai un ami qui est décédé là, il y a 2 mois quand ils ont fait l'autopsie. C'était vraiment à cause de la moisissure. Lui, il était contracteur. Il est décédé de cancer du poumon. Ils ont vu que c'était à cause d'un champignon qu'il a retrouvé dans un bâtiment. Fait que c'est important, ça aussi. Là, mais faire chauve-souris. attention. Chauve-souris, top de la liste. On touche pas à ça. J'ai pas une peur bleue, là, mais je voudrais pas faire face à ça. On va y aller pareil, Anthony, si on trouve ça. Ouais. On va y aller pareil, mais on va se protéger. Exact. Ouais, exact. Super. Ben, en finissant, en fait, je vais te laisser peut-être te présenter à la caméra aux gens qui voudraient peut-être faire affaire avec toi pour inspecter leur propriété. Peut-être donner ton nom, le nom de ta compagnie, site web. Tu peux tout donner tes liens où est-ce qu'on peut te rejoindre. Michel McCrundle, je suis en inspection en bâtiment depuis 2015. Je suis en construction, rénovation depuis l'âge de 2016. J'ai embarqué là-dedans parce que j'avais un père qui était dangereux avec un marteau. Je ne voulais pas devenir comme lui, donc j'ai toujours été intéressé à la construction. C'est quelque chose, une passion que j'ai. C'est ça depuis 2015. Ma compagnie, c'est la Vis Cachée. Vous pouvez me rejoindre au 514-653-3630. Ça me ferait plaisir de vous servir au besoin. Super. Et pour ceux qui cherchent à me rejoindre, vous pouvez visiter mon site web www.acloutier.ca ou sinon me rejoindre sur tous les réseaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Maintenant, Spotify pour les podcasts, c'est tout récent. Et ceux qui voudraient me téléphoner, 514-742-1396. Donc, merci beaucoup. Anthony, Mike, Anthony, toujours un plaisir. T'es jeune, t'es impressionnant, vraiment impressionnant. T'es une image pour les jeunes, vraiment, là. Fait que s'il y a des jeunes qui veulent apprendre comment le savoir-être, parce que c'est important dans l'immobilier, le savoir-être, le paraître, savoir-être. Venez voir Anthony, là, c'est un modèle à suivre. Merci beaucoup. Merci.